Et si le plus grand incendie de l'histoire récente de l'Aude n'était en réalité qu'une simple opération de nettoyage de terrain à très grande échelle, une sorte de service d'urbanisme un peu musclé. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle analyse où l'on va s'intéresser de très près à des coïncidences tellement énormes qu'elles en deviennent suspectes. Vous avez bien entendu parler de cet incendie monstrueux qui a ravagé les Corbières autour de Saint-Laurent de Cabrériss, n'est-ce pas? Une catastrophe écologique, un drame humain. En tout cas, c'est la version officielle. Vous pensez sincèrement que la nature a décidé de s'embraser comme ça, à moins de 10 km à vol d'oiseau de deux villages, Tournissan et Ribaute, qui quelques mois plus tôt avaient eu l'audace de dire non à un projet industriel colossal? C'est sûrement une coïncidence. Pour bien comprendre l'histoire, il faut remonter un tout petit peu dans le temps. Pas la peine de sortir les livres d'histoire, juste quelques mois en arrière. On est en plein hiver, entre le 10 décembre 2024 et le 6 janvier 2025. De cette année, quoi. Une consultation publique est organisée. Le sujet, un projet de parc photovoltaïque gigantesque, à cheval sur les communes de Tournissan et Ribaute, dans l'Aude. Un projet porté par une boîte au nom passe-partout, Hexagone Énergie, mais avec des ambitions bien trempées. Couvrir des dizaines d'hectares de garrigues et de forêts avec des panneaux solaires. Sauf que voilà, les gens du coin, les habitants, les associations, on leur a demandé leur avis. Et là, c'est le drame pour les promoteurs. Sur 176 contributions, le résultat est sans appel. C'est une humiliation, une démolition en règle. 171 avis contre, une seule petite contribution pour, et 4 qui ne savaient pas quoi penser. On parle de 97,16% d'opposition. C'est plus un refus, c'est un plébiscite à l'envers. Une claque monumentale pour les types en costume qui pensaient que leur projet allait passer comme une lettre à la poste. Imaginez la scène dans les bureaux parisiens. Des technocrates, des investisseurs avec leurs jolis PowerPoint, leurs belles promesses de croissance verte qui se prennent un nom majuscule, un nom du peuple, de ces petits provinciaux qui osent encore défendre leurs paysages et leurs bestioles. La rage, la frustration, le dossier qui devait être une formalité devient un bourbier. Alors que fait-on quand le fameux dialogue démocratique, ce mot qu'ils adorent utiliser, ne donne pas le résultat qu'on veut? On abandonne le projet? On cherche un autre site? Ça, c'est dans le monde des bisounours. Dans le monde réel, quand la porte est fermée, certains cherchent un pied de biche. Ou, en l'occurrence, une boîte d'allumettes. Les arguments des opposants n'étaient pas des caprices de babacool. C'était du lourd, du bétonné. Le principal argument, c'était l'absence de ce qu'on appelle la raison impérative d'intérêt public majeur. En bon français, ça veut dire que pour avoir le droit de détruire des espèces protégées et leurs habitats, et il y en avait 38 sur le site, il faut prouver que ton projet est absolument indispensable pour la nation. Ah, l'intérêt public majeur, ce concept merveilleux à géométrie variable, qui justifie de construire une autoroute dans un parc national ou un aéroport dans un champ de patates. Sauf que là, même en se tordant le cerveau, la justification ne tenait pas la route une seule seconde. Un contributeur l'a expliqué noir sur blanc. Chiffre de RTE, le réseau de transport d'électricité à l'appui. Depuis 2005, la consommation électrique en France, elle baisse. Oui, vous avez bien entendu, elle baisse. Et la production, elle explose. On est tellement en surplus qu'il y a de plus en plus de jours où on vend notre électricité à l'étranger à prix négatif. On paye pour s'en débarrasser. Et le type ajoute, avec une logique implacable, que cette situation va encore empirer avec la mise en service de l'EPR de Flamanville. Donc son projet de centrale solaire, il ne répondait à aucun besoin. Zéro. C'était comme vouloir vendre des frigos à des Inuits. Une absurdité économique et écologique. La raison impérative d'intérêt public majeur était une vaste blague. Mais si l'argument de la nécessité absolue ne tient pas, comment faire passer le projet en force ? Comment justifier de raser des hectares de nature, peut-être en créant artificiellement une situation d'urgence, en créant un désastre qui rendrait soudainement le terrain disponible et valorisable. Personnellement, je peux pas y croire. Les élites sont trop humaines pour penser à une chose pareille. Un autre argument massu venait achever les promoteurs. Il concernait le département de l'Aude lui-même.
Des opposants ont sorti les chiffres officiels. Le département de l'Aude, c'est déjà le 3e plus gros contributeur d'Occitanie pour les énergies renouvelables. Le premier pour l'éolien, l'Aude c'est le bon élève, le faillot de la classe énergétique régionale. Le département fait déjà plus que sa part du boulot. Alors pourquoi cet acharnement ? Pourquoi venir imposer un projet destructeur de plus dans un territoire qui est déjà exemplaire ? C'était la question que tout le monde se posait. Pourquoi vouloir absolument cet endroit ? Qu'est-ce que ces terres avaient de si spécial, à part une biodiversité riche que les promoteurs voulaient bétonner ? La réponse est peut-être là. La richesse, ce n'était pas les futurs kilowatts, c'était la terre elle-même. Une terre couverte de garrigues et de forêts avec des espèces protégées. C'est un cauchemar administratif. Des permis à obtenir, des dérogations, des études d'impact qui n'en finissent plus. Et au final, un risque de refus comme ça a été le cas. Mais une terre brûlée. Ah, une terre brûlée, c'est autre chose. Une terre brûlée, c'est une page blanche. Et voilà que, comme par un coup de baguette magique, le scénario catastrophe se produit. Août 2025. Un incendie d'une violence inouïe se déclare. Il ne s'agit pas d'un petit feu de garrigue. Non, on parle du plus gros incendie que la France ait connu depuis des décennies. Un monstre qui dévore tout sur son passage, attisé par un vent violent. Le point de départ, Saint-Laurent de la Cabrérice, juste à côté. Les flammes ravagent des milliers d'hectares. Les paysages sont dévastés, transformés en désert de cendres. Un spectacle apocalyptique. Les médias parlent de tragédie, de fatalité, de sécheresse, de réchauffement climatique. Tous les éléments de langage habituels sont sortis. C'est la faute à pas de chance, vraiment. La fatalité a quand même un sens de l'orientation assez remarquable. Elle a choisi de frapper pile poil sur la zone qui posait problème. Les espaces naturels qui bloquaient le projet sont partis en fumée. Les 38 espèces protégées, soit elles ont cramé, soit elles ont fui. Le problème de la biodiversité, réglé. L'obstacle majeur à l'obtention des permis, vaporisé. C'est une coïncidence d'une efficacité redoutable. La nature, dans sa grande sagesse, aurait donc fait le sale boulot des aménageurs. Elle aurait simplifié le dossier, purgé le terrain de toutes ses contraintes réglementaires. C'est beau, on dirait un conte de fées pour promoteurs immobiliers. Alors, la question qui fâche, la question que personne n'ose poser à voix haute, mais que tout le monde murmure, à qui profite le crime ? Qui a le plus à gagner de cette terre brûlée, de ce paysage lunaire ? Certainement pas les habitants qui ont perdu leur maison ou les vignerons qui voient leur vigne anéantie. Non, le grand gagnant, ce sont ceux qui, 7 mois plus tôt, se sont fait claquer la porte au nez. Ceux dont le projet à plusieurs millions d'euros était au point mort à cause de quelques lézards et d'une poignée d'irréductibles Gaulois. Pour eux, cet incendie, ce n'est pas une catastrophe, c'est une opportunité. C'est le déblocage inespéré d'une situation qui était dans l'impasse. Et c'est là que le deuxième acte de la pièce de théâtre commence. La phase de la compassion, de la reconstruction. Devant un tel drame, l'État se doit d'intervenir. Et qui voit-on débarquer, les bottes crottées de suie, le regard grave et la main sur le cœur ? Notre cher Premier ministre, l'incarnation du bon sens paysan et de la modération centriste. François Bayrou. Il vient sur place, il serre des mains, il promet des aides, il parle de la solidarité nationale. Le grand spectacle de la politique qui vole au secours des sinistrés. Il rencontre les maires des communes dévastées, des hommes et des femmes sous le choc qui voient leur territoire anéanti. Maintenant, fermez les yeux et imaginez la discussion une fois que les caméras sont parties. Le ton change, il devient plus pragmatique. Mes chers amis, mes chers élus, c'est une tragédie absolue. L'État sera à vos côtés. Ne vous inquiétez pas, nous allons débloquer des fonds exceptionnels pour la reconstruction. Mais il faut aussi penser à l'avenir, à la relance économique. Et justement, pourrait-il continuer, pour redynamiser votre territoire, pour montrer que nous sommes tournés vers l'avenir, vers la transition écologique, j'ai une idée. Vous vous souvenez de ce projet de parc photovoltaïque ? Je sais qu'il y avait eu des réticences, mais aujourd'hui la situation a changé, les terres, hélas, sont nues. Ce projet pourrait être un formidable symbole de renaissance, une façon de produire de l'énergie propre sur les cendres du passé. L'État pourrait accompagner ce projet, le faciliter. Pensez-y. Ce serait un signal fort, une aide contre un geste pour l'avenir. Vous voyez le tableau ? Ce n'est plus de la compassion, c'est du chantage, du troc. On vous aide à reconstruire vos maisons et en échange,
vous nous donnez les terres pour notre projet industriel. L'incendie n'est plus une catastrophe, c'est un argument de négociation, un levier pour faire plier les dernières résistances. C'est cynique, c'est abject. Mais c'est une logique implacable. Le projet qui était impossible à justifier sur un plan écologique devient soudain une chance pour un territoire sinistré. La destruction de la nature devient la condition de la reconstruction économique. C'est un retournement de situation magistral. Le problème est devenu la solution. Alors résumons. Un projet industriel massivement rejeté par la population locale avec des arguments juridiques et écologiques en béton. 7 mois plus tard, un incendie providentiel qui nettoie le terrain de toutes ses contraintes. Et dans la foulée, une visite au plus haut niveau de l'État pour proposer de l'aide. Comme l'État est gentil sur ce coup-là. Le puzzle, quand on le regarde sans les œillères de la bien-pensance, s'assemble avec une perfection terrifiante. On ne vous dit pas que l'incendie est criminel et a été commandité. Non, bien sûr que non. On vous dit juste que s'il l'était, il serait d'une intelligence diabolique et d'une rentabilité à faire pâlir d'envie n'importe quel fonds d'investissement. On a juste transformé un passif écologique en un actif industriel. Alors qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est juste la théorie d'un esprit tordu qui voit des complots partout? Ou est-ce que cette suite d'événements est un peu trop parfaite pour être honnête? Simple et tragique hasard, ou le coup de pouce du destin le plus cynique et le plus rentable de l'année? Laissez votre opinion en commentaire, ça m'intéresse. Abonnez-vous et activez cette satanée cloche pour ne jamais manquer une vérité qui dérange. Si vous voulez soutenir la chaîne, un petit tour sur la boutique est toujours apprécié. Faites attention à vous, la vérité dérange. À très vite pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez jamais, tout ce qu'on vous raconte n'engage que vous.